Bonjour, j'espère que vous portez bien. Dans cette petite capsule, je vais essayer de vous expliquer un peu l'analyse des myogrammes, c'est-à-dire l'analyse des enregistrements des secousses musculaires ou bien les enregistrements de la contraction musculaire. Mais avant de commencer, je vais donner une petite définition du muscle strié squelettique. Alors, par définition, le muscle strié squelettique est le muscle qui, par l'intermédiaire du tendon, se fixe au squelette. Donc, le muscle qui est fixé au squelette, par l'intermédiaire des tendons, on l'appelle le muscle strié squelettique. Ce dernier permet le mouvement du squelette. Donc, il permet le mouvement de celui-ci dans une direction bien définie. C'est-à-dire, le muscle strié squelettique, c'est le muscle qui est lié au squelette par les tendons et qui contrôle les mouvements du squelette. Ce muscle a certaines propriétés. Premièrement, l'excitabilité. Lorsqu'on dit l'excitabilité, c'est-à-dire la capacité du muscle à répondre à une stimulation efficace. Donc, il a le muscle à une excitation, il va répondre à cette excitation. Bien sûr, l'excitation doit être efficace. S'il est inefficace, le muscle ne répond pas. Donc, l'excitabilité, c'est la capacité d'un muscle de répondre à une stimulation efficace. Comment elle va répondre? Bien sûr, elle va se contracter. Donc, le muscle a la capacité de répondre à une stimulation par la contraction. Donc, la deuxième propriété du muscle, c'est la contractibilité. C'est quoi la contractibilité? C'est la capacité du muscle à se contracter suite à une stimulation efficace. Il y a la stimulation efficace au muscle, elle va se contracter. Donc, elle est caractérisée par une propriété qui est la contractibilité. Le muscle ne va pas rester contracté, elle va se relâcher, c'est-à-dire elle va revenir aux dimensions initiales. كيفاش؟ ملي كنقولوا la contractilité, c'est-à-dire le muscle va se contracter, c'est-à-dire la taille ديالو va diminuer. Donc, la contraction égale la diminution de taille du muscle. Le relâchement, c'est-à-dire le muscle revient à ses dimensions initiales. La capacité qui permet au muscle de se contracter et de revenir aux dimensions initiales, on l'appelle l'élasticité. En arabe, c'est-à-dire marine ou l'muruna. Donc l'élasticité, c'est la capacité du muscle à reprendre ses dimensions initiales. يعني غيسترجع الابعاد ديالو او الطول ديالو الاصلي. Donc le muscle est caractérisé par l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Pour étudier les contractions musculaires, on doit faire des enregistrements de ces contractions musculaires. Pour le faire, on utilise le protocole ou bien le dispositif expérimental suivant. Donc, chez une grenouille qui est décérébrée et démodulée, on prend le muscle gastrocnémien, qui est le muscle du pied, ou bien du bas du pied, on le relie à un stylet inscripteur qui est directement lié à un cylindre qui est en mouvement circulaire à l'aide d'un moteur. Donc, on applique sur le muscle des excitations électriques, chimiques ou bien mécaniques. Si on applique une excitation efficace sur ce muscle, elle va se contracter. Lorsqu'on dit elle va se contracter, c'est-à-dire la taille du muscle va diminuer. Le stylet يطلع لفوق. Comme il est lié à un cylindre, le stylet va dessiner une forme au niveau de ce cylindre qui est appelée une secousse musculaire. La secousse musculaire est divisée en trois parties. La première partie, la deuxième et la troisième. Quand vous observez sur ce graphique, la phase 1 correspond à la phase entre la stimulation et le début de la réponse. On l'appelle la phase de latence. Donc, par définition, la phase de latence correspond à la durée entre le moment de l'excitation, c'est-à-dire le moment où on a appliqué l'excitation, et le début de la réponse.
C'est pas le moment de l'excitation et la réponse, mais le début de la réponse. Cette phase est dite la phase de latence. La deuxième phase, c'est la phase pendant laquelle le muscle se contracte. On l'appelle la phase de contraction. Donc, la phase de contraction, c'est la phase au cours de laquelle la longueur du muscle décroît, car la contraction est caractérisée par un raccourcissement du muscle. يعني الفترة اللي غيقصر فيها la taille du muscle, يعني غادي تقلص, on l'appelle la phase de contraction. Après la contraction, on trouve ce qu'on appelle le relâchement, c'est-à-dire le muscle va reprendre les dimensions initiales. Cette phase correspond au relâchement. Donc, la phase de relâchement, c'est la phase au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales. En général, la durée de la phase du relâchement est légèrement supérieure à la durée de la phase de contraction. Maintenant, on va voir la réponse d'un muscle suite à une série d'excitations. Non, pas une seule excitation, mais plutôt une série d'excitations d'intensité croissante. C'est-à-dire, on ne va pas varier la durée entre la première et la deuxième et la troisième excitation, ainsi de suite, mais on va faire varier l'intensité. يعني المدة ما بين إهاجة وإهاجة ما غنبدلوهاش. اللي غنبدلو c'est l'intensité, يعني الشدة ديالها. Par exemple, là كانت l'intensité de la première excitation 100 millivolts, la deuxième elle compte 300, la troisième 400 et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez sur ce document, donc I1 c'est-à-dire excitation 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. On peut voir que l'excitation sont croissantes, c'est-à-dire de I1 à I9, l'intensité de l'excitation augmente. Donc, on peut voir que l'intensité I1 n'a pas engendré de réponse. Donc, le muscle n'a pas répondu à la première excitation. On dit que c'est une excitation inefficace. Le muscle n'a pas pu se contracter suite à cette excitation. Donc, c'est une excitation inefficace, comme on l'appelle infraliminaire. Donc, la stimulation par une intensité I1 ne provoque pas de contraction. C'est une excitation qui est infraliminaire, c'est-à-dire inefficace. Alors, la première excitation qui permet au muscle de se contracter, c'est l'intensité I2. Donc, on peut définir I2 comme la plus petite intensité d'excitation qui a provoqué une réponse musculaire, c'est-à-dire une contraction. L'intensité I2, elle est appelée rhéobase. Donc, l'intensité I2 est une rhéobase. C'est quoi la rhéobase? C'est l'intensité minimale nécessaire pour déclencher une contraction musculaire. Une réponse, c'est-à-dire une contraction musculaire, la rhéobase. De I2 à I6, on observe que l'amplitude de la réponse augmente. Donc, on dit que plus l'intensité de l'excitation augmente, plus l'amplitude de la réponse augmente. L'intensité de l'excitation, l'amplitude de la secousse musculaire. Comment on explique cela? C'est par la loi de recrutement. Donc, à partir de l'intensité I2, qui est le seuil d'excitabilité jusqu'à I6, on obtient des secousses musculaires isolées, dont l'amplitude et dont les amplitudes sont croissantes. Les amplitudes en fonction de l'intensité des stimulations. Cela est expliqué par une loi qui est dite la loi de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi de recrutement? On l'explique par le muscle est constitué d'un ensemble de fibres. Donc, ils sont schématisés au niveau de ce document par ces petits cercles.
Lorsqu'on applique une excitation inefficace, aucun fibre n'est excité, donc on n'aura pas de réponse. Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre de fibres excitées augmente. Par exemple, I2, schématiquement, ici et là, engendrer la stimulation de 2 fibres. Ici, E3, on a 2, 4, 5 fibres. Ici, on a 7 fibres. Donc, plus l'intensité de l'excitation augmente, plus le nombre de fibres recrutées ou bien excitées augmente, plus l'amplitude de la réponse augmente. C'est ce qu'on appelle la loi de recrutement. Dès l'intensité I6 à I9, on observe que l'amplitude devient stable. Donc, on observe ici l'amplitude est stable. Malgré que l'intensité de la stimulation est croissante. يعني واخا باقا كتزاد l'intensité de l'excitation, l'amplitude ما تزادتش. Comment on explique ce résultat? On l'explique par le recrutement de tous les fibres musculaires. C'est-à-dire, tous les fibres musculaires sont excitées. Donc, la réponse musculaire est maximale. Donc, au-delà de l'intensité I6, l'amplitude des secousses musculaires reste constante malgré l'intensité croissante des stimulations. Comment on explique ça? C'est par l'excitation ou bien la stimulation de tous les fibres musculaires. Donc, la réponse ici, elle est maximale. Maintenant, on va voir la réponse mécanique du muscle à 2 stimulations. Donc, uniquement 2 stimulations liminaires, c'est-à-dire efficaces, de même intensité. C'est-à-dire, on ne fait pas varier l'intensité. L'intensité, elle est la même. Par exemple, si la première excitation est de 100 millivolts, toutes les autres stimulations sont à une intensité de 100 millivolts. Ce qu'on fait varier, c'est la fréquence, c'est-à-dire la durée entre la première et la deuxième excitation. Ici, on observe qu'on a appliqué une seule stimulation. Bien sûr, c'est une stimulation qui est efficace ou bien liminaire. On observe qu'il y a la formation d'une secousse musculaire. Cette secousse est dite isolée. En arabe, mazoula. Il y a une seule secousse qui est isolée. Très bien. Maintenant, on applique 2 stimulations. Donc, la stimulation numéro 1 et la stimulation numéro 2. Et comme vous pouvez voir, la stimulation I2 est appliquée pendant la phase de relâchement due à la première excitation. يعني طبقنا l'excitation الثانية إمتى؟ Pendant la phase de relâchement due à la première excitation. Qu'est-ce qu'on observe? La formation d'une deuxième secousse musculaire qui a une amplitude plus grande. Donc, ici, on a 2 secousses musculaires, la première et la deuxième. Ces 2 secousses sont fusionnées. Mais la fusion, dans ce cas, elle est incomplète. Pourquoi? Car ils ne sont pas incomplètement fusionnés. Donc, on s'appelle fusion incomplète ou bien fusion également partielle. Maintenant, si on applique 2 excitations très rapprochées, alors que la première excitation, c'est le moment de la contraction donc la deuxième excitation, c'est le moment de la contraction due à la première excitation. Qu'est-ce qu'on obtient? Une seule secousse musculaire. Mais en réalité, il apparaît qu'il y ait une seule secousse musculaire. Mais en réalité, ce sont 2 secousses musculaires car on a 2 excitations. Mais ces secousses musculaires sont fusionnées. 100% fusionnées. يعني ملتحمين وما كنقدروش نفرقوا ما بين la première et la deuxième secousse. هادشي علاش كنسميوها une fusion complète de 2 secousses musculaires. Alors, si on applique
la deuxième stimulation après la fin de la première secousse, يعني إلا طبقنا la stimulation حتى تصيرات لا secousse, فهنا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بحال هكا، يعني deux secousses qui sont isolées. Donc هادو ce sont des secousses musculaires isolées. Mais si on applique la deuxième stimulation pendant la phase de relâchement de la réponse précédente, on obtient une fusion incomplète ou bien partielle. Mais si on applique la deuxième stimulation pendant la phase de contraction, on obtient une seule secousse musculaire avec une amplitude plus élevée. Mais en réalité, ce sont deux secousses musculaires, mais elles sont fusionnées complètement, c'est-à-dire on l'appelle fusion complète ou bien totale de deux secousses musculaires. Au niveau de la fusion incomplète ou bien fusion complète, on observe qu'il y a une augmentation de l'amplitude de la deuxième secousse. Pourquoi une augmentation de l'amplitude malgré que c'est la même intensité? On l'explique cela par le phénomène de la sommation. L'intensité de la deuxième excitation كتزاد على l'intensité de la première excitation وكتولي عندي une excitation plus élevée. La loi, le phénomène de la sommation. Finalement, on va voir la réponse du muscle à une série de stimulations de même intensité. Donc, on applique plusieurs excitations, mais elles ont la même intensité. Donc, on ne fait pas varier l'intensité, mais on varie uniquement le moment où on applique ces excitations. Par exemple, si on observe au niveau de ce myogramme, les excitations sont toujours appliquées pendant la phase de relâchement. Qu'est-ce qu'on obtient? La première secousse, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, c'est un ensemble de secousses musculaires. Donc, maintenant, je vais secousse wahda, mais plusieurs secousses musculaires avec une fusion incomplète. Donc, la fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires est appelée tétanose imparfait. Donc, c'est quoi une tétanose imparfait? C'est une fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires suite à des excitations qui sont délivrées au muscle au moment du relâchement. Mais si les excitations sont très rapprochées, alors que l'excitation se fait au niveau, pendant la phase de contraction, on obtient un ensemble de secousses musculaires. On a des excitations, c'est-à-dire les secousses musculaires, une fusion complète de plusieurs secousses musculaires, une tétanose parfaite. Donc, c'est quoi une tétanose imparfaite? Il s'agit d'une fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires. On obtient une tétanose imparfaite si la fréquence des excitations est faible, c'est-à-dire mtbadin. En sorte que l'excitation suivante arrive au muscle pendant la phase de relâchement. Yani l'excitation qui dit la phase de relâchement de la secousse relative à l'excitation précédente. La tétanose parfaite, il s'agit de fusion ici complète de plusieurs secousses musculaires. On obtient une tétanose imparfaite si la fréquence des excitations est forte, en sorte que l'excitation suivante arrive au muscle pendant la phase de contraction. La deuxième excitation, c'est pendant la phase de relâchement, la phase de contraction due à l'excitation précédente. Donc, la dernière partie de cette capsule, c'est la réponse mécanique du muscle à une excitation successive prolongée. يعني إلا بقيت كنعطي بزاف ديال les excitations لواحد المدة طويلة. Automatiquement, si on applique plusieurs excitations pendant une durée qui est généralement prolongée, on provoque la fatigue musculaire, c'est-à-dire le muscle réa, تعب العضلي. Donc, comment la réponse d'un muscle fatigué diffère d'un muscle frais? Au niveau de cette figure, on observe deux secousses musculaires, la première en rouge et la deuxième en bleu.
La secousse musculaire en bleu, c'est une secousse isolée obtenue avec le muscle frais, yani le muscle les machines en fatigue. En rouge, la secousse obtenue lors de la fatigue musculaire. يعني هاد اللي en bleu, en rouge, حتى هي المسكل هاد سجلنا هاد la secousse musculaire. Donc c'est quoi la différence entre ces deux? Comme vous pouvez le voir, la première différence qui est bien claire, c'est l'amplitude. Donc l'amplitude lors de la fatigue musculaire diminue. Donc la fatigue musculaire provoque la diminution de l'amplitude. Et nous avons vu que l'amplitude, elle est directement liée à la force de la contraction. Donc, diminution de l'amplitude, c'est-à-dire diminution de la force de contraction. Donc, la fatigue musculaire est caractérisée premièrement par la diminution de l'amplitude. La phase de relâchement. Donc, si vous pouvez voir, donc voici la phase de relâchement de la première secousse musculaire qui est chez le muscle frais et la phase de contraction chez le muscle fatigué. On peut voir qu'il y a une augmentation de la phase de contraction comme il y a une augmentation de la phase de relâchement. Il y a un muscle qui يستجب ثقيل qui يتعطل في la contraction ou qui يتعطل في le relâchement. Car il est fatigué. Également, la phase de latence elle est généralement plus élevée. Donc, il est en bleu, c'est la phase de latence d'un muscle frais. Il est en rouge, c'est la phase de latence de muscle qui est fatigué. Donc, la phase de latence augmente également. Donc, la fatigue musculaire se manifeste par une phase de latence un peu plus longue, une phase de contraction plus longue, une phase de relâchement plus longue et une amplitude de contraction plus faible. يعني كل شيء كيتزاد à l'exception de l'amplitude اللي كتولي faible.